On a vu le bêta d'un actif, n'est-ce pas? Oui, Oui. ça, c'est une question même que je voulais poser. Oui, Germain. Oui, parce que c'est vrai, j'ai vu des exercices, on nous a calculé le Mhm. bêta d'un portefeuille. Oui, Oui, je me suis posé la question, oui. à quoi sert le bêta? Donc d'abord, le bêta, c'est une mesure de risque Ok, oui, ok. et Donc, on l'appelle le risque systématique. voilà. Donc si je prends une firme qui émet sur le marché un titre, le bêta du titre, c'est la mesure de risque systématique du titre. Ok, d'accord, je Et vois. s'il y a risque systématique, ça veut dire qu'il y a risque non systématique, n'est-ce pas? D'accord, oui, oui. Donc je vais te donner... Ouais, ça m'avait échappé là, je cherchais ça. Ça quoi? Parce que je sais que j'avais posé cette question. Mhm. Oui, oui. Et puis, je me suis posé la question entre les cartes types et puis le bêta. Donc, je me mélangeais un peu. Mais quel est l'avantage du bêta? Le bêta, on l'a noté comme ça, n'est-ce pas? Mhm. Euh, L'écart type au carré, c'est le bêta au carré fois l'écart type. Si j'écris sigma m, ça vous rappelle quoi dans les notations qu'on a adoptées? Qu'on appelle le risque du marché. Très bien, c'est le risque du marché. Oui. Donc, le risque total au carré, c'est le bêta au carré fois le risque du marché au carré, plus une autre mesure de risque qu'on appelle le risque non systématique. Mhm. Et ce risque non systématique, on l'appelle aussi le risque résiduel ou encore risque diversifiable. Ok. Donc, si tu te souviens, la dernière fois, Germain, on avait dit, une entreprise peut réduire son risque en diversifiant son portefeuille, n'est-ce pas? C'est ça, oui. On a dit, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Mhm. Et on a même vu que si on choisit des titres qui ont un coefficient de corrélation négatif, Mhm. donc ils vont dans des sens opposés, ça nous permet de diminuer le risque. Quand on prend un coefficient de corrélation égal à 1 Oh et oui. puis on le change à 0 et à À moins 1, 0, à moins 1, oui, oui. le On voit la risque diminue à différence. mesure que la corrélation est négative. C'est ça. Ok. Et il est systématique dans le sens où on ne peut pas le diversifier. Autrement dit, Ok. l'entreprise peut diminuer cette partie du risque, elle ne peut pas toucher le bêta. Ok. Ouais, c'est bon. Donc, sigma m carré plus euh, delta carré. Mhm. Le bêta ajusté d'un titre, Mhm. c'est le bêta du titre multiplié par 2 tiers plus le bêta du marché multiplié par un tiers. Ok. Donc, on combine le titre et le marché, on calcule un nouveau bêta qu'on appelle le bêta ajusté. Le bêta du marché, il a une valeur. On ne le Mhm. calcule pas, il vaut toujours quelque Il chose. vaut toujours un. Il vaut toujours 1. C'est ça. Donc, cette formule-là, elle dit en fait que si vous connaissez le bêta d'un titre I, vous multipliez par 2 tiers, vous faites plus un tiers, parce que Mhm. 1 fois 1 tiers, c'est 1 tiers, et vous avez le bêta ajusté du titre. Alors, voici un exercice. Je vais prendre Coca-Cola. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est de trouver le bêta du Coca-Cola, n'est-ce pas? Oui. Oui. Voilà. Et puis, je vous avais donné une autre formule. Bêta I égale à rho fois l'écart type de I sur l'écart type de M. L'écart type de I sur l'écart type de M. Alors, donc, ça, c'est quand j'ai le coefficient de corrélation. Oui. Je peux utiliser la deuxième formule, mais quand j'ai la covariance, J'utilise je la dois première fois. utiliser la première formule. Ça va pour tout le monde? Ouais. Oui. OK. 4,8. Divisé par 3,7 divisé par 4,8 au carré. Mhm. 2,7 au carré, pardon. 2,7 au carré. Ouais, Ouais. 2,7 au carré. 0, 51. Si j'arrondis. Ouais. 0,507545. OK. On a trouvé le bêta du titre. Alors, nous, on s'arrêtait là. Maintenant, s'il demande de calculer le bêta ajusté du titre par la formule de Bloomberg, On a dit c'est égal. 2 tiers 2 tiers. fois De 0,50. 51. 0,51 plus Deux un Donc, c'est tiers. tiers, 1, donc ça fait un tiers. Un Fois tiers. voilà, fois 1, parce que le bêta du marché est toujours égal à 1. 1. Mariam, est-ce que ça va? Oui. OK. Allô, Cynthia, je pense Cynthia est avec nous.
Oui, allô. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va. Bêta ajusté au levier. Si une entreprise a une structure de capital, alors la structure de capital, donc parlons d'abord rapidement de la structure de capital d'une entreprise. La structure de capital d'une entreprise, c'est la manière dont l'entreprise va financer ses opérations. Non. Donc, l'ensemble des actifs d'une entreprise peut se répartir comme des dettes et Mhm. puis des fonds propres. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, une entreprise, elle a des dettes et puis elle a des fonds propres. Fonds propres, capitaux propres, euh, c'est la même chose. Mhm. Et je me souviens que, je ne sais plus si c'est dans le cours de portefeuille ou en planification financière, le professeur l'appelle aussi équité, Ouais. en anglais equity. Et donc, on peut noter D pour l'ensemble des dettes et on peut noter E pour l'ensemble des équités ou des fonds propres, des capitaux propres. Et ça fait que l'ensemble des actifs d'une entreprise, c'est l'ensemble des dettes plus l'ensemble des fonds propres. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Et donc, si on dit par exemple qu'une entreprise a une structure de capital de 40% en dette et 60% en équité ou en fonds propres, ça veut dire que cette entreprise finance ses opérations à raison de 40% pour ses dettes et puis 60% pour ses fonds propres. Et donc, si l'entreprise a, disons, collecté 5 000 $, combien est-ce qu'elle a emprunté d'argent? Quel est le montant de ses fonds propres? 5 000 fois 40%. C'est ça. On va faire 5 000 $ fois 40%. Tu as 2000. Donc, sur les 5 000 $, l'entreprise a emprunté 2 000 et puis on peut imaginer que si on fait 60% fois 5 000, on va trouver 3 000, n'est-ce pas? 3000, c'est ça. Voici une autre structure de capital, 0% en dette et puis 100% en fonds propres. Ouais, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. L'entreprise n'est pas endettée, elle finance toutes ses opérations avec les fonds, les capitaux qu'elle a accumulés de ses actionnaires. Dans les dettes, on peut imaginer les emprunts bancaires et puis les obligations, parce que les obligations sont des titres d'endettement, n'est-ce pas? Oui. Si l'entreprise émet des obligations, elle s'endette. Et dans les fonds propres, qu'est-ce qu'on peut mettre, à votre avis? Le, le capital. Les actions? Les actions, tout ce qui provient des actionnaires, Ah ouais. actions ordinaires, actions privilégiées, etc., c'est le capital en fonds propres de l'entreprise. L'ensemble des capitaux de l'entreprise, je l'appelle A comme actif. L'ensemble des actifs ou le montant total des actifs, c'est la valeur totale des dettes, la valeur marchande des dettes, plus la valeur marchande des fonds propres. Alors, le mot levier, quand vous voyez levier, pensez que c'est pour désigner une entreprise qui est endettée. Mhm. Donc, si vous avez une structure de capital où la dette n'est pas nulle, donc si vous avez une dette, il y a un effet de levier parce que vous êtes endetté pour financer une partie de vos opérations. La question est la suivante. Est-ce qu'on peut trouver une relation entre le bêta d'une entreprise qui est endettée et puis le bêta d'une entreprise qui n'est pas endettée? Et dans Mhm. le cours, le professeur, il a utilisé deux notations. Il appelle bêta U, le bêta de la firme non endettée. Autrement dit, la structure de son capital, c'est 0% de dette et 100% d'équité, n'est-ce pas? Oui. Et il appelle bêta L, le bêta de la firme endettée, c'est-à-dire pour laquelle on a 10% de dette et puis 90% de fonds propres. Je comprends. Est-ce qu'il y a une formule qui permet de passer de l'une à l'autre? Je vous écris la formule et puis on va faire l'exercice qu'il a donné parce que ça me paraît être une question d'examen. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il utilise U pour non endetté et puis L pour endetté? Le L, c'est comme levier en français, mais bon, en anglais, c'est levered. Oh, oui.
Et puis le U, c'est unlevered. Unlevered. Quand tu dis bêta L, c'est le bêta d'une firme avec levier, donc le bêta de la firme levered ou endettée. Et puis le bêta U, c'est le bêta de la firme non endettée, c'est-à-dire pour laquelle il n'y a pas d'effet de levier. Tu fais le bêta de L plus 1 moins. Alors, j'appelle taxe le taux d'imposition. Et s'il n'est pas donné, alors la taxe vaut 0, multiplié par le rapport du montant de la dette sur le montant des fonds propres, multiplié par le bêta de la dette, et le tout divisé par 1 plus 1 moins le taux d'impôt, multiplié par le rapport de la dette sur les fonds propres. Alors, ce rapport D divisé par E, on l'appelle souvent, comment ils appellent ça? Ratio de levier. Ok. Et donc, si l'entreprise n'a pas de dette, si elle n'est pas endettée, son ratio de levier vaut 0. Ça, c'est le bêta de la firme non endettée et ça, c'est le bêta de la firme endettée. On a dit que le rendement d'un titre, en fait, le rendement moyen d'un titre, c'est le rendement sans risque plus le bêta du titre, fois le rendement du marché, moins le rendement sans risque. Ce bêta que vous voyez dans la formule du CAPM, c'est le bêta L de l'entreprise. Alors, il donne le taux sans risque, il donne le rendement du marché, le rendement moyen, et il donne la taxe qui vaut 35%, la taxe ou l'impôt. Alors, quand vous entendez rendement requis, vous savez que c'est le CAPM, n'est-ce pas? C'est ça. Donc là, déjà, on peut écrire la formule du CAPM. Chaque fois, il faut mettre E pour espérance, mais bon, maintenant, on sait que chaque fois quand j'écris R, ça sous-entend rendement moyen. C'est RF plus le bêta L de la firme X Facteur fois, de oui, moins RF. RF. Voilà. J'ai tout, mais ce qui me manque, c'est le bêta. Ouais, c'est le BL, ouais. Ah oui, donc, Olivier, le Oui. BL, enfin, ok, que ce soit le BL ou le BI, c'est la même chose, hein. Vous voyez, souvent, c'est la Oh, même chose. oui, le I, ça veut dire c'est le titre. Le titre, ok, le rendement du Donc, titre, je pourrais ok, mettre ici, par exemple, I, voilà. juste pour rappeler que Donc, c'est le ok, bêta du titre I. ok. Mais tu vois pourquoi j'ai mis L, Germain? Mhm, L'entreprise, si elle est endettée, son bêta s'appelle L. ok, Mais si elle n'est pas endettée, c'est quoi? c'est U. C'est U. Ok, donc, ok, j'ai Voilà. compris. Oui. Le rapport dette sur fonds propres, ce n'est pas 0. Ça veut dire que cette entreprise est endettée. Donc, si une firme est non endettée, Mhm. immédiatement, son ratio de Relation levier est égale à nul. zéro. Donc, quand je vois que le ratio de levier n'est pas nul, j'en déduis que la firme est endettée et par conséquent, le bêta qui est donné, c'est le bêta de la firme endettée. C'est le bêta L. Il nous a donné le bêta L de la firme Y, mais nous, on veut le bêta L de la firme X. Comment faire? Il faut que les firmes X et Y soient, disons, de la même branche, de la même industrie. Il faut qu'elles soient comparables. Si la firme X est du secteur technologique, il faut que la firme Y soit aussi du secteur technologique. Si la firme X est de l'industrie pharmaceutique, il faut que Y soit de l'industrie pharmaceutique. Et c'est pourquoi il écrit ici, la firme Y est endettée, son capital est public et elle est comparable à la firme X, n'est-ce pas? Si X et Y sont comparables, donc alors le bêta U de X doit être égal au bêta U de Y. Si deux entreprises sont comparables, c'est-à-dire si elles se ressemblent à beaucoup d'égards, par exemple, si elles opèrent dans la même industrie, si elles ne sont pas endettées, elles doivent avoir à peu près le même bêta. Donc, je veux le bêta U de la firme Y. Est-ce que je connais le bêta L de Y? C'est 1,5. 1,5 plus l'impôt, c'est 35%, 0,35. Le ratio de levier de l'entreprise Y, Y, euh, 1,4. 1,4. À votre avis, quel est le bêta d'une dette qui est sans risque? Une dette sans risque, mais son bêta est zéro. Zéro. C'est 0.
le bêta de la dette est égal à quelque chose. Il vous donnera la valeur. Et s'il n'a pas donné la valeur, c'est qu'il prend les dettes comme si elles étaient sans risque. Ok. Ça simplifie de beaucoup le calcul. Donc, ça veut dire qu'ici, on a 0. Le BD égale à 0. C'est ça, parce qu'on a une dette sans risque. Ok. On va diviser tout ça par 1 plus 1 moins 0,35 euh, fois 1,4. Donc ça, c'est bêta de la firme. Parce que tout ça, c'est 0, Nathalie. C'est ça. Comme tu l'as dit. Plus 1. Donc, tu as Je 1,5. peux dire quelque chose. 1,91. 1,5 divisé par 1,91. 0,7853. Voilà, C'est ça. 0,79 à peu près. C'est ça. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. OK. Nous, on veut le bêta L de la firme X, mais on vient de trouver le bêta U de la firme Y. Or, comme les deux firmes sont comparables, elles ont le même bêta U. Donc, je peux dire que le bêta U de X, c'est aussi 0,79. Donc, je fais une déduction en fait. C'est ça. Tu fais une déduction parce que les firmes sont semblables. Elles sont comparables. Olivier, je n'ai pas compris en haut là, pourquoi on a barré. Olivier, c'est Ah, entrecoupé au niveau. Après, ici, après le 0,79, on ne t'entendait plus. En fait, moi, je ne t'entends OK. Le 0,79, j'ai dit que parce que les firmes X et Y sont semblables, sont comparables, par exemple, ce sont toutes deux des entreprises pharmaceutiques ou bien ce sont toutes deux des entreprises qui fabriquent du matériel informatique, alors elles ont le même bêta U. Donc, connaissant le bêta U de Y, on en déduit le bêta U de X. Oui, moi, je n'ai ça pas va. compris le haut qu'on a barré. Parce que c'est 0. Si tu multiplies par 0, ça va être 0. La dette est sans risque, donc son bêta est nul. Non, vu que les deux films sont comparables, alors le bêta U de Y est égal au bêta U de X. C'est ça. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Oui. Merci. OK. Alors, on se rapproche tout doucement de la réponse à la question. On veut trouver le rendement requis de la firme X. Mais pour cela, on a besoin du bêta L de la firme X. Or, on connaît le bêta U de la firme X. Vu que lui, il vaut 0, mon bêta U, c'est bêta L sur 1 plus 1 moins le taux d'imposition fois le ratio de levier. Lui, Mhm. il vaut 79. 0,79. 79. Je vais trouver le numérateur. Le dénominateur, c'est 1 plus 1 moins 0,35. Alors, le D sur E de la firme X, hein, c'est combien? C'est 1,2. C'est 1,2. Ouais. Donc ici, je mets 1,2. Donc, tout est connu là. Tout est connu. Je vais tirer le bêta L de X. Donc, je multiplie 0,79 par le dénominateur. Très bien. Donc, je fais le produit croisé. Maintenant, vous voyez qu'on a tout dans le CAPM. J'aurai le rendement du titre sans risque, c'est 1%, qui est 0,01. Le bêta de la firme X quand elle est endettée, c'est 1,41. 1,41. Le rendement moyen du marché, c'est 7%. Le Ouais. rendement du bon du trésor, Oh, ouais. 1%. 1%. 0,0. Non, 0,0. Oui. 0,0946. OK. Donc, environ 9,5%. Ouais. Donc, on a vu le bêta ajusté de Bloomberg. On vient de voir le bêta ajusté au levier. Olivier, j'ai juste une petite question. Quand tu parles de CAPM, tu as dit que le CAPM, c'était encore quoi, s'il te plaît? Juste en français, c'est MEDAF. Ça veut dire modèle d'évaluation des actifs financiers. OK. Et le CAPM, c'est en anglais. Ça veut dire, Non, tu savais, si c'est bon. Donc, c'est dit qu'à l'examen, il n'a pas besoin de nous préciser que c'est le CAPM. C'est nous qui allons savoir s'il nous parle de rendement requis, c'est ça? oui, Merci. Ou bien même dans certains exercices, on te parle de, par
par la méthode CAPM.